Tout récit a forcément un début, un milieu et une fin. On naît, on vit, on meurt. C'est ce qu'on appelle la Trinité. On aura beau faire toutes les tentatives possibles pour structurer autrement un scénario, une histoire sans fin par exemple, ces nouvelles constructions ne pourront être tentées qu'en détruisant la structure en 3 temps, ce qui revient au même. La Trinité reste toujours la référence parce que c'est une loi naturelle et même philosophique. C'est l'impermanence de Bouddha. Tout naît, tout change, tout meurt. Même la montagne devient vallée. Ces 3 temps narratifs sont aussi appelés actes au sens d'acte dramatique. Le début, le milieu et la fin, ou encore exposition, péripétie et catastrophe, définies par Aristote dans le modèle antique. Aristote écrivait d'ailleurs dans sa poétique que c'est une fois que se termine le commencement, que vient naturellement le milieu, qui, lorsqu'il se termine, devient naturellement la fin. Une petite remarque, en passant, les histoires écrites en 5 ou 6 actes sont destinées au théâtre car elles permettent les changements de décor, ou à la télévision pour les coupures publicitaires. Il ne s'agit pas d'actes dramatiques, mais plutôt de blocs narratifs qui finissent généralement sur un coup de théâtre, pour que vous veniez après. C'est ce qu'on appelle aussi des séquences. Au fil du temps, les appellations ont changé, mais ont toujours désigné la même chose. On a eu exposition, conflit, résolution, ou exposition, nœud, ou nouement, et dénouement, ou encore introduction, développement, conclusion. Aujourd'hui, dans notre ère de simplification numérique, on dit tout simplement le 1, 2, 3. Le 1, 2, 3. Nos 3 blocs narratifs, dont le deuxième est le plus long, le nœud de l'histoire. Et généralement, on le verra coupé en 2 par une charnière dramatique, une 3e charnière dramatique, qu'on appelle aussi scène centrale, et qui structure notre récit en 4 blocs, en fin de compte. Mais on verra ça plus tard. Akira Kurosawa a fondé ses récits sur la structure du no et ses 3 phases. D'autres choisissent la structure de la symphonie, avec ses 3 temps, ou 4 mouvements, d'allure contrastée. Certains théoriciens affirment d'ailleurs que ce qui ressemble le plus à un scénario n'est ni un roman, ni une pièce de théâtre, mais une partition musicale. Par exemple, dans Les Cendres du Temps de Wong Kar-wai, plusieurs histoires s'entremêlent. Toutes ces histoires ont pour héros des hommes qui, après avoir gâché leur vie sentimentale, sont devenus maîtres dans l'art de manier le sabre. Wong Kar-wai construit son récit comme une partition musicale, chaque histoire étant une variation sur le thème des rapports amoureux. Le théoricien américain Sid Field, auteur que je vous conseille de lire, va encore plus loin et propose son fameux paradigme. Le 1, une introduction, exposition, se terminant par un premier coup de théâtre, donc l'incident déclencheur, on connaît. Le deuxième, un développement ou nœud de l'histoire, lors duquel ont lieu la confrontation et le climax, le second coup de théâtre. Et puis le 3, la conclusion,
de l'histoire, la résolution. Il précise même les proportions à respecter. Le premier acte doit occuper un quart de la durée totale, le deuxième la moitié et le troisième le quart restant. Chaque partie doit être construite comme un scénario, en 3 temps, avec sa propre exposition, son nœud et sa résolution à l'intérieur. Et ces charnières qui vont les faire passer de l'un à l'autre. On verra aussi que chaque scène est construite également en 3 temps. Revenons à notre exercice pratique. Je vous rappelle la thèse de départ de notre histoire. Renoncer à la vengeance est la plus grande vengeance. Et que nos 2 propositions internes, personnages et externes, qui découlent de cette thèse et que va porter le personnage principal, son parcours, notre protagoniste. Pour la proposition externe du personnage, que l'on appelle aussi proposition dramatique, l'action concrète, celui qui voulait se venger va finir par renoncer. On commence toujours par la proposition externe, parce que c'est ce qu'on va voir, c'est l'action du film. Même si on sait maintenant que c'est la proposition interne du personnage qui crée cette action. Proposition interne, parce que celui qui vivait dans la haine va revivre l'amour. Vous voyez ? Mais on pourrait aussi préciser, car celui qui portait un sentiment de culpabilité, son conflit interne, va finir par pardonner, ou encore celui qui n'avait plus d'estime de soi, va la regagner. Ce qui, on le verra plus précisément, est son objectif interne, regagner son estime de soi. Nous avons donc un embryon d'histoire possible, mais vous pourriez tout à fait en imaginer une autre, maintenant que vous avez le sens de l'histoire, la thèse et nos 2 propositions principales. Lorsque nous avons le quoi et le pourquoi de notre histoire, vient facilement le comment. Comment je vais la raconter. Donc, dans notre histoire, notre personnage, que nous allons appeler Alex, découvre sa femme assassinée. L'assassin est arrêté, jugé et envoyé en prison, mais sa peine est dérisoire. Son avocat s'est si bien débrouillé qu'il n'écope que de quelques années de cellule. Alex décide alors de commettre un méfait pour se faire arrêter, pour être arrêté, et se retrouver dans la même prison que l'assassin de sa femme, et ainsi pouvoir venger la mort de sa femme. Cette histoire serait plutôt un drame, et a priori une Iliade. Notre personnage va devoir pénétrer dans la sphère de l'opposant, la prison, pour pouvoir se venger. Elle ne reprend aucun mythe connu. Le conflit intérieur du personnage principal, la culpabilité, la haine, se projette vers l'extérieur dans un projet de vengeance, ce qui va créer des conflits relationnels avec les autres personnages. En premier lieu, l'antagoniste, l'assassin de sa femme, qui va pas se laisser faire, mais aussi avec l'univers carcéral, les autres prisonniers, les gardiens, la direction de la prison, l'avocate. Nous pouvons donc poser une première structure de l'histoire en actes, en 3 actes, 1, 2, 3, à partir de nos 2 propositions externes et internes. C'est ça qui est intéressant. Et on a nos 2 niveaux d'histoire. Donc Alex, dans sa vie, dans ce schéma, nous mettons en mouvement les 2 propositions du personnage principal, qui illustre notre thèse. Donc le premier niveau externe, le concret de l'histoire, ce que l'on va voir, les actions, le comportement du personnage. Dans l'exposition, le 1 de l'histoire, on présentera Alex dans sa vie, harmonieuse, avec sa femme,
l'amour qu'il a pour elle, le grand bonheur qu'elle représente, et la joie qu'elle lui apporte. Puis, incident déclencheur, élément externe, on tue sa femme. Il est alors prêt à tout pour la venger. Ce sera tout le nœud de l'histoire, surpasser tous les obstacles pour arriver à tenir dans ses mains l'assassin de sa femme. Le climax, ils se battent, imaginons, mais alors qu'il prend le dessus et pourrait le tuer et obtenir sa vengeance, il renonce. Pourquoi ce personnage vit tout ça concrètement? Pourquoi il suit ce parcours? Pourquoi il entreprend cette action? Nous savons que c'est l'interne qui va définir les actions externes, déclenchées elles-mêmes, on le voit, par des actions externes. Donc du point de vue de la proposition interne, on présente le personnage dans la joie, le bonheur, l'équilibre, c'est l'interne de l'exposition, l'état mental d'Alex dans lequel il se trouve, et puis l'incident déclencheur, extérieur, vous voyez bien, l'assassinat et la mort de sa femme, déclenche chez lui un sentiment de culpabilité, donc un conflit interne, la perte de l'amour de soi, la haine de lui-même, il n'était pas là, comme dans toutes les histoires de vengeance, et la vengeance est la seule façon pour lui de régler le traumatisme. C'est comme pour le film Le Vieux Fusil, pour exorciser la culpabilité et retrouver son amour de soi, le personnage ne peut passer que par la vengeance. L'externe et l'interne ont le même déclencheur. Mais vous pouvez remarquer que ce qui va amener un bouleversement intérieur du personnage est un élément extérieur, l'assassinat de sa femme. Vous voyez bien que les deux niveaux sont interdépendants. Donc, en un, Alex est dans la joie qu'il perd lors de l'assassinat de sa femme. Il passe donc dans la souffrance. Il passe dans la haine à cause de la culpabilité. Une haine qui va le pousser à affronter tous les obstacles, prêt à tout pour se venger, donc externe. Mais l'amour va s'immiscer, la rencontre avec l'avocate, et qui va faire son chemin, même si Alex ne voit pas cet amour au début ou n'en veut pas. Ça va remonter tout doucement en surface. Le climax interne, notre charnière interne, qui précède généralement le climax externe, c'est la crise. Le moment où le personnage devra choisir entre l'amour ou la vengeance. L'amour gagnera puisqu'il renoncera à sa vengeance. Là, vous pouvez constater aussi que le changement interne du personnage sera dû à un élément extérieur, externe, l'amour que l'avocate lui porte. Regardez un instant où nous en sommes. Notre mécanique, aussi simple soit-elle, fonctionne et ouvre tout un champ de questions, d'intrigues possibles. Comment rencontre-t-il l'avocate? Qu'est-ce qui déclenche leur amour? Vont-ils consommer alors qu'il est en prison? Comment l'amour qu'elle lui porte est capable de le faire changer d'avis? Qu'est-ce qui va le convaincre? Ou l'ébranler? Vous voyez, on va devoir répondre à toutes ces questions qui titillent quoi? La cause et l'effet, la logique des choses dans le déroulement de l'histoire et leur justification, la crédibilité des événements qui se succèdent. Maintenant, si nous mélangeons nos deux propositions, Alex veut se venger de l'assassin de sa femme, car il est animé par la haine. Mais l'amour le fera renoncer à cet objectif. Continuons en remplissant nos cases. Vous apprendrez que écrire, c'est réécrire sans cesse, donc il faut
s'interdire, il ne faut rien s'interdire, il ne faut pas se censurer. Commençons l'histoire au procès, par exemple, pour être au plus près de la crise, de l'incident qui va lancer l'histoire, l'objectif du personnage, la vengeance. On pourrait se servir du procès et du conflit qui va y régner. On pourrait facilement présenter les personnages, les circonstances de l'assassinat, même l'assassin de sa femme, le bonheur d'Alex avec elle. Vous voyez, on gère déjà l'information. Vous verrez qu'écrire, c'est l'art de gérer l'information. L'incident déclencheur pourrait être là, non plus l'assassinat de sa femme, mais la faible peine dont l'assassin écope, et qui lancerait l'objectif de notre personnage, la vengeance. Il commet un délit pour se retrouver dans la même prison, c'est externe, vous voyez, mais renoncera pendant le climax à cause de l'amour. L'amour qui le pousse à ne pas se venger, à ne pas devenir un meurtrier, et continuer à vivre et à sortir de la haine, de la culpabilité. Très vite, on pourrait écrire le synopsis suivant. Depuis la mort de sa femme, Alex vit dans une grande douleur et une grande culpabilité. Ce jour-là, il assiste au procès de son assassin. Sa fureur éclate à l'annonce de la sentence, seulement 2 ans de prison. N'écoutant plus que sa haine, il décide de commettre un délit pour être incarcéré dans la même prison et faire justice lui-même, même s'il risque d'y finir ses jours. Ce qui n'était pas prévu, c'est sa rencontre avec son avocate, dont il tombera petit à petit amoureux. Après avoir surmonté tous les obstacles, il tient enfin l'assassin de sa femme entre ses mains, mais l'avocate qui a découvert ses intentions lui avoue son amour. Au dernier moment, il renonce à sa vengeance pour pouvoir sortir et retrouver la femme qu'il aime. Vous voyez qu'en remplissant un peu plus nos cases, nous pouvons raconter une histoire déjà structurée chronologiquement, avec sa narration linéaire, ses 3 temps, ses 3 actes, ses 2 charnières dramatiques, son déclencheur et son climax, tant au niveau interne qu'externe. Dans cette structure encore très basique et qui va encore changer, évoluer, rien n'est figé, beaucoup d'idées d'intrigue surgissent, de possibles. On est déjà dans le comment de l'histoire. Ce que l'on va raconter pour illustrer notre propos, notre thèse. Cette facilité, vous le voyez bien, est due au travail de réflexion sur le sens de l'action, le sens de notre histoire, formulé d'abord par notre thèse, puis nos 2 propositions externes et internes principales du personnage. Tout repose sur ce socle, comme les 2 poutres d'acier d'un édifice. Chaque élément externe dramatique et interne thématique étant agencé de telle sorte que l'un provoque nécessairement l'autre, et ainsi de suite. Ce rapport de causalité entre conflit interne et conflit externe est l'énergie du scénario. Il produit l'action et l'émotion dans un mouvement d'aller-retour qui ne s'arrêtera qu'à la fin de l'histoire. Émotion, réaction, action, émotion, réaction, action, et ainsi de suite. On observera ce même phénomène avec les obstacles externes et internes. Ce qui est normal, puisque ce sont les obstacles qui créent les conflits. Notons au passage que si il y avait une intrigue secondaire portée par les propositions internes
et externe du personnage, secondaire cette fois-ci, dans l'histoire secondaire, elle suivrait la même structure avec ses 3 parties et ses 2 charnières, incident déclencheur et climax, à l'interne comme à l'externe, ce serait la même chose. Et les 2 propositions que porterait le personnage principal de cette histoire secondaire seraient structurées exactement de la même façon que pour le personnage de l'histoire principale. Ce personnage secondaire porterait de la même façon l'ossature, le mouvement de l'histoire secondaire dans le parcours du personnage jusqu'à sa transformation. Lorsque l'on sait ce que l'on veut dire, que l'on trouve la thèse, qui la formule, comme vous savez maintenant le faire, et qu'on applique cette thèse à notre personnage principal, dans une action externe, découpée en 3 parties, le 1, 2, 3, exposition, nœud, résolution, avec ces 2 charnières dramatiques, incident, déclencheur et climax, et que dans la proposition interne, on ait la même structure, un même mouvement de transformation. Quand nous avons ça, beaucoup d'éléments d'histoire nous viennent, qu'il faut noter. Il ne faut pas perdre ce qui nous vient à l'esprit quand les idées viennent. Il faut les noter. L'exposition est la partie où sont exposés au spectateur les différents éléments qui vont faire fonctionner l'histoire. Elle plante le décor, l'époque, le lieu et le milieu, ce qu'on appelle l'arène. L'exposition présente le protagoniste et les autres personnages, comme on pourrait le faire ici, principaux, et leurs relations entre eux. Elle expose les événements qui vont amener le protagoniste à vouloir ou ne pas vouloir quelque chose. C'est ce qu'on appelle le désir ou la répulsion. Ce qu'on appelle l'objectif du personnage et qui sera planté par l'incident déclencheur. Dans notre exercice pratique, c'est lorsque le verdict tombe que l'objectif du personnage est lancé, la vengeance. Dans l'exposition, il y a plus d'informations que d'actions, ce qui est normal, puisque l'on expose la situation initiale en donnant des informations au lecteur, spectateur. Ce rapport action-information s'inverse en principe dans les 2 autres parties où ça deviendra de l'action pure, surtout dans la 3e partie. Le 3e acte, la résolution de l'histoire. L'exposition est la partie la plus difficile à écrire car il faut donner un maximum d'informations en un minimum de temps, 10 à 20 minutes, sans ennuyer le spectateur. C'est aussi l'exposition qui va définir le développement de l'histoire. Il faut donc donner les bonnes informations, ni pas assez, ni trop. Et il n'y a que vous pour décider ce que le spectateur a besoin de savoir pour s'intéresser à votre histoire. Aussi, une bonne méthode est de s'interroger sur chacun de vos personnages et ce qu'il est important d'apprendre sur eux à ce stade de l'histoire. Un seul conseil, allez toujours à l'essentiel. Dans certains types de films, l'exposition est très rapide car l'objectif est tout de suite posé par l'incident déclencheur. Par exemple, un bateau coule en pleine mer. Sur les canaux de sauvetage, les survivants vont tout faire pour survivre. L'objectif est tout de suite posé, la survie. L'exposition consiste à couper donc en petits morceaux l'information dont a besoin le spectateur
et faire une scène avec chacun d'eux. Mais attention, peu importe la manière, le spectateur ne doit pas sentir qu'on est en train de lui injecter de l'information. L'action doit l'emporter avant même qu'il le réalise. Les bonnes scènes d'exposition sont celles qui égrènent un certain nombre de questions dans la tête du spectateur, qui devient impatient de connaître la suite. L'exposition prend fin lorsque les conditions nécessaires sont toutes réunies pour rentrer dans la deuxième partie, le nœud de l'histoire, le deuxième acte. Après, bien sûr, l'incident déclencheur. Dans notre exercice pratique, la situation initiale est simple à poser. Nous devons montrer le grand bonheur du personnage avec sa femme, ce qu'elle représentait pour lui. L'amour immense même qu'il avait pour justifier sa culpabilité. Il n'était pas là pour la défendre, et sa haine démesurée à l'encontre de l'assassin de sa femme. Nous devrons exposer sa ou ses compétences qui lui serviront à surmonter les obstacles, car une compétence chez un personnage ne peut pas tomber du ciel. S'il sait se battre, nous devons le montrer dans l'exposition. On va pas tout d'un coup devenir un super combattant alors qu'on l'a jamais vu. Ou en tous les cas, l'induire. C'est un petit génie des mathématiques, et c'est cette compétence qui lui servira à atteindre son objectif. Même chose, il faut le montrer avant, l'induire. Il est professeur, ou chercheur, ou autiste. Nous devons toujours montrer, en tous les cas, induire ce qui va servir plus tard au personnage. Où commencer l'exposition? Difficile de répondre à cette question, car aucune règle ne viendra vous aider. Car là encore, le moment de l'histoire par lequel commencez votre récit ne dépend que de vous. Il est quand même préférable que la scène d'ouverture réponde aux questions qui, le personnage, quoi, où, quand et pourquoi. Le plus important étant de répondre à la première, qui, donc présenter le protagoniste. Mais ça ne fait pas loi non plus. Il y a des films dont la scène d'ouverture ne commence pas avec le protagoniste. Je pense à ce film, The King, de David Michôd, où l'on commence avec une scène de champ de bataille et un personnage secondaire. Puis une deuxième scène avec le roi d'Angleterre, le père du protagoniste. Et enfin, le protagoniste, alcoolique et débauché, qu'on trouve dans une taverne. Les scénaristes américains, ceux d'Hollywood, vous diront qu'il faut saisir le spectateur et le clouer à son siège. Il doit être intrigué, fasciné, dès les premières images du film. C'est là que les dés sont jetés, dès la scène d'ouverture. Si vous ratez votre entrée, vous perdez, pour eux, la partie. Pour Boileau, le dramaturge qu'on a déjà évoqué, qui a écrit aussi sa poétique, comme Aristote, un livre que je vous invite à lire, il dit qu'il faut commencer au plus près de la crise, au plus près de la fin. Dans notre exercice pratique encore, la crise est ce moment où il doit choisir entre l'amour ou la vengeance. Tous les théoriciens s'accordent pour dire que les informations au démarrage d'un récit doivent être exposées en action et qu'une exposition dynamique débute alors que l'action elle-même a déjà commencé. Pour certains, les meilleures scènes d'ouverture seraient celles qui posent immédiatement la question dramatique de l'histoire, ce que d'autres appellent l'enjeu dramatique.
est l'obstacle principal. Le personnage va-t-il réussir à battre le casino? Par exemple, concernant notre exercice pratique, notre personnage va-t-il réussir à se venger de l'assassin de sa femme? Les deux personnages d'une histoire vont-ils pouvoir s'aimer malgré leurs différences sociales? Ce serait donc de poser la question tout de suite. Dans notre exercice pratique, en adoptant ce procédé, nous pourrions ouvrir le film dans les douches de la prison. Alex est en train de s'approcher du meurtrier de sa femme, un couteau à la main. Dans son attitude, on sent que ce n'est pas un assassin et que tuer un homme lui fait vraiment très peur. Il arrive sans bruit, derrière sa victime, et au moment où il va frapper, cut, on passe au début de notre récit pour raconter son histoire, comment il en est arrivé à cette situation. Situation, vous voyez, du climax. En une scène, la question dramatique du film serait posée. Alex va-t-il tuer l'homme? Dans cette scène d'ouverture, nous présentons donc le protagoniste, Alex, s'attache, celui de tout le film, tuer cet homme, pour assouvir un objectif que nous apprendrions plus tard, la vengeance. En une scène, donc, nous plantons l'arène, le lieu, prison, l'époque, selon le degré de modernité de l'environnement, et le milieu carcéral. Dans ce type d'ouverture, nous faisons passer un tas d'informations en action. Le spectateur est pris tout de suite par ce qui se passe et absorbe toutes ces informations sans s'en rendre compte. La suite ne serait plus qu'une démonstration. Oui, il va réussir à le tuer et on va voir comment, ou non, puisqu'on sait que nous, il va abandonner par amour. Vous voyez, on est tout de suite dans le suspense, dans l'incertitude de la réponse. Nous, auteurs, nous n'avons plus qu'à jouer avec le spectateur en le faisant osciller entre ce oui et ce non, entre la crainte qu'il ne réussisse pas ou l'espoir qu'il réussisse. Vous voyez l'efficacité d'un tel procédé qui a le mérite de poser l'essentiel en une scène et lance tout de suite l'action. Pour ne pas tuer le suspense, il faut livrer finement les informations. C'est ce qu'on appelle des inserts. On glisse les informations qui vont se révéler plus tard, comme la compétence. Les partisans de ce procédé affirment qu'en posant ainsi l'enjeu dramatique du film, chaque scène prend une dimension dramatique supplémentaire. On joue carte sur table avec le spectateur qui va prendre beaucoup de plaisir à rentrer dans la partie puisqu'il connaît le postulat de départ, la règle du jeu. Dans la série Le jeu de la dame, c'est le procédé que les scénaristes ont choisi. Dans la scène qui ouvre la série, on y voit l'héroïne, Beth, 17 ans, encore défoncée, prendre son bain. Elle est en retard, un garçon d'étage tambourine à la porte, elle s'habille dans l'urgence, prend des cachets en buvant au goulot d'une bouteille d'alcool et découvre, dans son lit, une femme qui dort. Elle finit par sortir et prendre l'ascenseur. « Ne la regarde pas !» dit le père à l'enfant qui l'observe. N'est-elle pas respectable? Elle sort sous les flashs des photographes, la célébrité, le succès, et tout en gardant son air désinvolte, arrive à une table d'échecs, s'excuse auprès de l'homme qui l'attend, et s'avérera être Borgoff, le plus grand joueur du monde. Elle s'assoit et le regarde. Tout est posé en une scène. Même si le spectateur n'a pas toutes les clés
Pour décrypter, en revanche, il reçoit les informations. Elle est en retard à cause de l'alcool, la drogue et l'autre femme. Sa faille est posée, et sa tâche interne aussi, surmonter cette faille. Son objectif concret est également dévoilé, battre l'homme en face d'elle, Borgoff. Nous savons effectivement qu'elle devra régler sa faille pour y arriver. La question dramatique de toute la série est ainsi posée. Arrivera-t-elle à le vaincre? Arrivera-t-elle à devenir la championne du monde? La question interne aussi, pourra-t-elle vaincre son addiction? L'arène, le milieu des échecs, est également introduit. La deuxième scène ouvrira sur le flashback qui va nous raconter toute son histoire pour arriver à nouveau à cette scène d'ouverture où là, le spectateur a toutes les clés, les enjeux, l'objectif et la connaissance du personnage pour la décrypter pleinement. Et aussi, cette fois, encore mieux, l'apprécier.